Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Lundi 23 mars 2020, bienvenue à Matin Bonheur, matin de la proximité. Abidjan nous ouvre ses bras. Abidjan qui est vide ce lundi matin. Il y a comme un confinement qui ne dit pas son nom. Tout le monde a peur du coronavirus, la maladie à coronavirus, Covid-19. Justement, ce sera le thème de cette émission. Aujourd'hui, nous allons en parler. On va parler avec un médecin, un des médecins les plus prisés au niveau de Matin Bonheur. Il est toujours avec nous parce que dans la maladie, il y a des signes ORL au niveau de la gorge, au niveau respiratoire. Mais en tout cas, c'est le médecin à qui nous adressons aujourd'hui qui va nous éclairer concrètement sur le Covid-19. On entend beaucoup de choses, tant au niveau de la communication qu'au niveau de la science. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que la Côte d'Ivoire est prête? Est-ce que la Côte d'Ivoire est parée par rapport à ce type de pandémie-là? Docteur Milad El-Amin, bonjour. Bonjour Marco. Bonjour. On ne peut pas se saluer, dommage. On doit Bonjour respecter... Matin Bonheur, non, surtout pas. Surtout pas. Respecter la distance d'un mètre. Absolument, absolument. Docteur, bonjour. Doit-on avoir peur, docteur? Non, surtout pas. Ne pas avoir peur, mais rester serein. Mais en même temps, prendre conscience de la gravité du problème. Parce que c'est quand même une crise sanitaire mondiale qui touche véritablement la majorité des pays dans le monde. Et donc il faut que l'Afrique, même si elle a été épargnée jusque-là, il faut absolument que l'Afrique se prépare. Et d'ailleurs, le directeur de l'OMS a dit qu'il fallait se réveiller pour l'Afrique et se préparer au pire. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous avez constaté, nous serons avec le docteur Milad El-Amin qui va nous parler franchement de long en large du Covid-19. Qu'est-ce qu'on va savoir avec vous aujourd'hui, docteur? On va essayer justement de poser le problème, de rassurer la population, mais surtout avec les réseaux sociaux et tout ce qui se dit, écarter justement toutes les fausses rumeurs. Et justement permettre à la population de se défendre, de bien connaître ce virus et de se préparer le mieux possible à cette catastrophe sanitaire qui se prépare et qu'on voit justement se développer en Europe de façon quand même assez inquiétante. Alors nous serons avec vous dans votre clinique pour tous ces échos de matin chez vous. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci d'être en notre compagnie. On ne le dira jamais assez. Le Covid-19 rythme tout ce qui est information. D'ailleurs, regardez, l'image du jour, c'est la société de transport au niveau d'Abidjan qui essaie de protéger ses passagers avec vraiment des mesures prises. À l'image, on voit vraiment qu'on prend toutes les précautions afin de garantir la sécurité des uns et des autres. Voilà, merci d'être en notre compagnie. Tout savoir sur le Covid-19 avec Dr Milad El-Amin. On va aller au cœur de sa clinique et puis on aura tous les pans d'informations concernant cette pandémie. Je vous suis docteur. Eh oui, dans quelques instants, donc, on retrouvera Marcelin et le docteur qui vont bien sûr nous donner de plus amples informations sur le Covid qui fait l'actualité, unicité donc de pensée et on va dire dynamique de sensibilisation. Nous nous installons ce matin dans une clinique pour vous donner les bonnes informations. Cela dit, bienvenue à vous ici en studio. On va se donner une petite lucarne sportive avec le coach Diabati. Bonjour. Coach Diabaté pour vous servir. Aujourd'hui, séance renforcement musculaire du trait inférieur. Ok. Là, sans plus tarder, passez par l'échauffement. Ok, sur place. Là, pédalez doucement. Échauffez le corps tout doucement. Lubrification articulaire tout doucement. Ok. Restez sur la pointe des pieds et pédalez avec le sourire. Et rapide là. Ok. Rapide avec mouvement de bras antéro-postérieur. Allez, soyons relax. Avec le sourire. Toujours. Le sport c'est la vie. Ok. Élévation. Allez, on travaille. Et bouge. Talon fesse. Ok. Bouge. Ok. Pause. Ah là, mieux que s'échauffer, on va passer au renforcement musculaire. On va se mettre en position pour l'exercice.
On sort la jambe avant. 2, 2, 2, 3, 4 et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. Et récupère, marche. On va changer de jambe. Posez. 2, 3, 4 et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et pause. On va fléchir la jambe côté, les mains en seconde et aller en battement. 2, 2, 2, 3, 4 et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pause. On va changer de côté. Légèrement fléchi là. Sortez la jambe côté. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pause. Le prochain mouvement, on va descendre en squat. Renforcement, muscle. 2, 2, 2, 3, 4. 1, bouge. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Récupère. Récupère. Le prochain mouvement suit. Il est très simple. On descend, monte, bouge. Là, descend et on change. 2, 2, 2, 3, 4, bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On pose, on récupère. Le prochain mouvement, il est simple. Là, on sort la jambe et c'est un croisé là. C'est léger. 2, 2, 2, 3, 4 et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause. On va changer. 2, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bouge. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On récupère. On rassemble les jambes. OK. Et grandit sur la pointe de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le sport, c'est difficile, mais c'est vital. Merci infiniment au coach Diabaté pour cette belle séance. Dans cette situation de frayeur à peine voilée, le sport s'inscrit comme un antidépresseur pour nous permettre de lâcher prise un tant soit peu, mais rester très vigilant sur les mesures préventives, bien sûr, pour éviter une contamination. Alors, on va passer maintenant dans une autre phase de cette émission, à savoir le petit déjeuner à vous proposer ce matin, lundi. Qu'est-ce qu'on a sur le plat? Ben voilà. Le plateau matinal vous offre aujourd'hui un bol de chocolat chaud, comme vous pouvez le constater. C'est vrai, ce matin, on a eu de la pluie un peu hier soir, donc c'est de mise ce matin de pouvoir se réchauffer avec ce chocolat chaud. Quand on sait que notre pays est premier producteur mondial de cacao, il ne faut pas s'en priver. Ce chocolat va sûrement nous donner de l'énergie et du baume au cœur pour affronter, bien sûr, toutes les difficultés auxquelles nous serons soumis éventuellement. Alors, on va partir maintenant pour l'autre phase, hein, la poursuite avec Marcelin qui se retrouve dans cet hôpital avec le docteur qui nous donne des informations précieuses. Docteur, c'est quoi le Covid-19? De façon simple, le Covid-19, c'est quoi? Alors, de façon simple, le Covid-19, c'est ce qu'on appelle communément le coronavirus. Donc, c'est un virus. Alors, pourquoi on l'appelle coronavirus?
parce que c'est un virus, je pense que tout le monde l'a vu dans les réseaux sociaux, à la télévision. C'est une structure qui est ronde, avec une sorte de couronne, d'accord, avec des sortes de spicules tout autour, qui font que ça fait comme une couronne. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle coronavirus. Alors les virus, et particulièrement le coronavirus, c'est des agents infectieux qui sont pathogènes et qui vont donner des symptômes, des signes qui vont aller du simple rhume, d'accord, à des problèmes de toux, jusqu'à des problèmes respiratoires qui peuvent être graves et malheureusement, dans on va dire 1 ou 2% des cas, qui peuvent conduire même à la mort. Donc c'est ça dont il faut prendre conscience. C'est-à-dire se dire que le virus, c'est tout petit, c'est microscopique, mais c'est quelque chose d'invisible, c'est quelque chose de très contagieux, c'est quelque chose qui va se diffuser rapidement. C'est la première fois dans le monde qu'on a un virus qui a une diffusion mondiale aussi importante, d'accord ? Donc aujourd'hui, ce qu'il faut considérer, c'est pour ça que je voudrais, moi, sur ce plateau-là, avec toi, Marco, et ton équipe, insister auprès de la population ivoirienne pour dire on a affaire à quelque chose de sérieux, d'important, de grave, mais qu'il faut rester serein. D'accord ? Parce qu'en définitive, dans 2-3 mois, ce ne sera plus probablement qu'un mauvais souvenir, d'accord ? Et qu'au bout du compte, 97 à 98% des gens qui seront atteints seront guéris. Donc il faut relativiser. Mais relativiser, ne pas se dire comme ces jeunes qui se promenaient dans les rues de Paris ou à Cocody hier ou dans les maquis, et qui se disaient, moi, même s'il y a un virus ou quoi que ce soit, on va pas se cacher et on ne va pas avoir peur. Si, il faut avoir peur. Il ne faut pas paniquer, mais il faut avoir peur, prendre au sérieux cette menace, prendre les mesures qu'il faut. Et je veux insister sur ça. Nous, Africains, il faut absolument qu'on prenne les leçons de ce qui s'est passé en Chine, de ce qui se passe actuellement en Europe, alors que l'Italie a un niveau médical qui nous est largement supérieur et qui est tout à fait correct. Donc il faut qu'on prenne des leçons. Et au contraire, à partir du moment où l'Afrique a jusqu'à aujourd'hui été épargnée, mais quand on sait que l'Afrique est démunie au niveau de l'équipement médical, prenons des mesures encore plus radicales. Ça veut dire quoi concrètement, prendre des mesures radicales? Concrètement, prendre des mesures radicales, encore une fois, je le dis humblement, nous médecins, nous sommes au service du ministère de la Santé et du gouvernement ivoirien et nous sommes solidaires justement pour l'aider à faire le mieux possible auprès des populations. Mais pour moi, à titre personnel, prendre des mesures plus radicales, c'est arriver à un confinement général. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. De combien de temps? Ça, on ne peut pas le dire, mais au moins pour 2 semaines, comme on l'a fait un peu partout. Mais pourquoi ça tarde selon vous en ce moment? Pourquoi depuis on n'en est pas encore arrivé là? Je ne peux pas vous dire. Les cas, en tant que médecin. Je ne peux pas vous dire. Ça, c'est au niveau des politiques qu'il faut poser la question. Il faut poser la question au ministre de la Santé et au gouvernement. C'est des stratégies qui sont différentes. La stratégie qui a été appliquée en Chine et en Corée du Sud, qui a donné d'excellents résultats, ce n'est pas celle qui est appliquée en Europe. En Italie ou en France, on a beaucoup attendu. Et les conséquences, elles sont là. Oui. C'est-à-dire qu'on est en train de grimper sur cette courbe qui doit nous faire arriver à un pic d'épidémie qui risque d'être très grave. J'espère sincèrement qu'on en prendra de la graine parce qu'il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas tergiverser. Docteur, comment on fait le dépistage? Par exemple, quelqu'un qui quitte la France ou un autre pays très infecté qui arrive, par exemple, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est quoi le protocole à l'heure où on se parle? Alors, le protocole, il est un tout petit peu compliqué parce que, encore une fois, c'est ce que je vous dis. La Corée du Sud, qui est un pays riche et qui disposait de beaucoup de kits, sa stratégie, et même les Chinois, ça a été de faire un dépistage massif. Donc d'utiliser des kits de PCR, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui coûtent cher. C'est quoi le kit du PCR? Le kit du PCR, c'est un kit qui vous sert à faire un prélèvement. En gros, c'est principalement un écouvillon
comme un gros coton-tige, on va dire, un écouvillon qu'on va introduire au niveau de la fosse nasale pour arriver jusqu'à la paroi pharyngée, c'est-à-dire sur l'arrière-gorge principalement. On fait le prélèvement et puis on l'envoie au laboratoire. Mais tout ce processus et le processus qu'on appelle le PCR, qui est un certain séquençage, qui est compliqué en laboratoire, coûte très cher. Et comme je vous l'ai dit, il y a un mois, on n'en avait pas. Il y avait 2 pays africains qui l'avaient. Aujourd'hui, l'OMS en a distribué. Donc, on en a un tout petit peu, mais ça ne nous permet pas de faire des dépistages massifs. Mais le gouvernement peut en acquérir encore, on peut payer, c'est possible. Bien sûr, il faut dégager des fonds. Il faut dégager des fonds pour pouvoir justement acquérir le maximum possible de PCR. Mais il est certain qu'on ne pourra pas, comme la Corée du Sud ou la Chine, faire des politiques de dépistage massif. Ok, mais, docteur, un élément sur lequel les Ivoiriens veulent avoir le maximum d'informations, il s'agit du masque. Le masque, comment on appelle ça, le cache-nez. Qu'est-ce que c'est et puis à quoi ça sert concrètement et comment l'utiliser? Je vois un juste à côté de vous. Alors, a priori, le masque, bien sûr, n'oublions pas, la maladie du Covid-19, c'est une maladie principalement respiratoire. D'accord? Elle ne se transmet pas dans l'air, d'accord? Le virus ne se promène pas, et c'est ce que je voudrais dire aux Ivoiriens de façon claire, le virus ne se promène pas, c'est nous qui le diffusons. C'est nous qui transportons le virus. C'est nous qui transportons le virus. Donc pourquoi on insiste sur un confinement radical? Pourquoi on dit aux gens, restez chez vous le maximum possible, ne sortez que pour faire l'essentiel? Donc tout ce qui est réunion de famille, mariage, anniversaire, rassemblement, il faut absolument éviter parce que le virus, c'est nous qui sommes en train de le diffuser. Et donc, plus on sera isolé en famille, enfermé à la maison, et moins on le diffusera. Voilà, donc ce masque-là, alors bien sûr sur ce masque aussi, il y a eu beaucoup de controverses. Oui, oui. Au début, on a dit ce masque-là, il faut qu'on l'utilise principalement pour le personnel soignant, et ça reste vrai. Alors, les masques, il y en a beaucoup, d'accord? Il y a les masques simples qu'on utilise et qui étaient principalement, avant cette épidémie, destinés à vous protéger surtout de la poussière, oui. Qu'on peut mettre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le consensus se fait de plus en plus pour dire qu'en fin de compte, à partir du moment où cette épidémie est vraiment en train de diffuser un peu partout, vaut mieux que tout le monde porte des masques, d'accord? Alors, ces masques-là sont assez particuliers. Ce sont des masques qui sont destinés au personnel soignant parce que c'est un double filtre, d'accord? Alors, bien sûr, la plupart des masques qu'on va mettre, surtout pour la population ivoirienne, quel que soit le type, il y aura toujours donc des élastiques pour pouvoir le mettre. Et il faudra absolument le mettre d'abord sur le nez, d'accord? Et ensuite sur la bouche. Voilà. Je vais faire le cobaye et vous montrer un tout petit peu comment on travaille. Voilà. Donc, ce qui est important, absolument, c'est de protéger tout ce qui est voie respiratoire, d'être étanche, parce que on peut diffuser ce coronavirus de 2 façons. Enfin, d'une seule façon, c'est les gouttelettes. Mais ces gouttelettes, elles peuvent sortir du nez quand vous éternuez et elles peuvent sortir de la bouche quand vous parlez. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de mesures barrières. C'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus, d'accord? Il y a 3 choses importantes. Les mesures barrières, principalement, d'accord? C'est mettre un masque, d'accord? On dit qu'on le met seulement quand on est malade. Est-ce que c'est vrai? Non, justement, il y a eu beaucoup de débats au départ en disant ça ne sert à rien quand on n'est pas malade. Mais en fin de compte, ça se diffuse tellement, les gens sont tellement dans la promiscuité, d'accord? Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas décidé d'un confinement général. En fin de compte, je pense, en tant que médecin, qu'il vaut mieux mettre un masque pour tout le monde, pour toute la population, dans les lieux publics. Deuxième élément important, on va le montrer tout à l'heure parce que c'est capital, c'est le lavage des mains. On y va? D'accord? On peut y aller. Tout à l'heure, on a fait il faut absolument faire
faire une séance pour le lavage de mains et je voudrais insister là-dessus parce qu'il est clair, c'est comme pour se brosser les dents. On va prendre la brosse à dents et puis on va le faire en 30 secondes. Alors, quand on veut se laver les mains, on avait l'habitude rapidement de le faire comme ça, voilà, en 5 secondes, et puis c'est terminé. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, il faudra absolument s'habituer à faire un lavage de mains qui va prendre au moins 1 minute. Alors, un savon quelconque, un savon de Marseille, suffit largement à le faire, d'accord? Donc, on va se laver d'abord, dans un premier temps, la paume des mains, mais ce qui est important, c'est qu'il faudra absolument aller dans les interstices des deux côtés, entre les doigts, d'accord? Se laver le dos de la main, c'est très important parce que ça, on le fait pas souvent. Se laver principalement le pouce parce qu'en général, c'est ce qu'on épargne le plus. Dernier élément, se laver un tout petit peu ce qu'il y a sous les angles et ça, on peut le faire avec la paume de la main. Une fois qu'on a fait ça, alors un tout petit peu aussi les poignets, d'accord? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ben, a priori, on a éliminé un tout petit peu tous les germes qui sont sur la main. Voilà. Et ça prend à peu près 1 minute. Donc, il ne faut pas le faire rapidement. Et il faut le faire plusieurs fois par jour, le maximum. Alors, ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez fini de vous laver les mains, alors, vous séchez les mains avec ça. Et c'est ça qui doit vous servir, justement, pour fermer le robinet. Parce que si vous fermez le robinet avec vos doigts que vous avez lavés... On reprend des microbes. Voilà, vous allez reprendre les microbes que vous avez mis avant de vous laver les mains. Alors ça, c'est très important. Donc, c'est capital. Le mouchoir avec lequel on se suit après avoir lavé la main... C'est avec ça qu'on ferme, et aussitôt qu'on a fermé, ben, on le jette dans la poubelle. Alors, docteur, est-ce que quand j'ai fini de me laver les mains, que je dois ouvrir une porte, est-ce qu'au lieu de l'ouvrir avec ma main, je l'ouvre avec mon coude? Comment je fais? Là aussi, c'est important. Il est certain, encore une fois, qu'il faut relativiser. On ne va pas arriver à tout éviter et à éviter le germe, surtout quand il est installé partout. Mais prenons les mesures qu'il faut. Et c'est vrai que ça, c'est important. Le germe se retrouve souvent sur les billets de banque qu'on a, sur les poignées de main, les poignées de porte, pardon. La voiture, le téléphone portable. La voiture, les boutons au niveau des ascenseurs, d'accord? Donc il est certain que quand on peut ne pas utiliser les mains, il faudra le faire. Utiliser les mains le moins possible. Le moins possible. Et même si on est obligé d'utiliser les mains, aussitôt après, pouvoir utiliser, si on n'a pas à portée de main justement un robinet, de l'eau, du savon, ben des gels hydroalcooliques, il faut en mettre partout. Mais les gels hydroalcooliques, encore une fois, il faudra faire pareil, c'est-à-dire mettre le gel, comme pour le lavage des mains, d'accord? Commencer au niveau de la paume des mains à faire un petit travail sur les ongles, d'accord? Bien la paume des mains, aller dans les interstices des deux côtés, le dos de la main, refaire la même chose pour les interstices pour ne laisser aucun espace, les poignets, voilà. Okay. D'accord? Et une fois qu'on a fait ça, c'est pareil. Si on veut reprendre si on veut reprendre un tout petit peu de gel ou si on n'en a pas assez, utiliser le coude et ne pas remettre les mains sur les endroits où il est susceptible de trouver des germes. Docteur, on va parler pour terminer maintenant du traitement. Quel espoir on a? On a parlé de quinine, on a parlé de beaucoup de choses. Dites-nous, le vaccin, il y a un vaccin, les États-Unis. Alors, avant le traitement, Marco, je vais reprendre un tout petit peu ma place pour ne rien oublier. Parce que je voudrais insister sur une chose avant le traitement, c'est le diagnostic. Et c'est un point important. Ce que je voudrais dire, moi, ce matin, c'est qu'en Afrique, on est démunis parce qu'on n'a pas assez de lits d'hôpitaux, on n'a pas assez de lits de réanimation, on n'a pas assez de respirateurs, justement, pour les cas compliqués et graves, et on n'a pas assez de kits de dépistage du PCR. Si aujourd'hui vous êtes là et que vous êtes inquiet et que vous avez envie de faire un test, ben aujourd'hui vous ne pouvez pas le faire. C'est-à-dire que même en France où des milliers de tests ont été faits, ils n'en ont pas énormément.
Et un dépistage systématique n'a pas été décidé, alors que je vous ai dit qu'en Chine ou en Corée du Sud, on a fait des dépistages sur des centaines de milliers de personnes. En Corée, on a installé des cabines dans les rues et un peu partout dans les espaces publics pour faire amener les gens et les tester. D'accord? Donc tout ça, on ne pourra pas le faire. Est-ce que les insecticides, soit dit en passant avant qu'on oublie, est-ce que les insecticides, le fait par exemple qu'on pulvérise dans les villes, tout ça, est-ce que ça tue le virus? Non, pas les insecticides, mais Non, en tous les cas, il y a des produits, produits justement, qui peuvent tuer le virus. Mais Marco, qu'est-ce que vous allez faire en milieu urbain? C'est très, très, très compliqué. Au cas où il y a un confinement, au cas où il y a une quarantaine, on peut faire ça dans les rues? Bien sûr, on peut faire dans les rues, mais là aussi, ça demande des moyens énormes qu'on n'a pas. Donc, le point sur lequel je voudrais revenir, s'il te plaît, c'est le diagnostic. Aujourd'hui, pour faire le diagnostic du Covid-19, on utilise partout, on utilise le PCR. Ce test de dépistage n'est pas très fiable. C'est-à-dire un test de diagnostic avec le PCR peut donner de façon initiale 30 à 60% de résultats positifs. Ah bon? Oui, absolument. Donc il n'est pas très fiable. C'est-à-dire que même quand il est négatif, on ne peut pas dire ce monsieur ou cette dame n'a pas le Covid-19. Il faudra quelques jours après, si on a bien sûr des signes, il faudra parler des signes parce qu'on n'en a pas parlé, les signes. Les signes, c'est surtout la fièvre et la toux. Alors après, il peut y avoir de la fatigue, un rhume, il peut y avoir d'autres éléments, il peut même y avoir des signes de diarrhée, mais principalement, les signes qui peuvent être suspects, c'est une fièvre et de la toux, et éventuellement des difficultés respiratoires. Alors là, vous nous dites que le PCR n'est pas fiable à 100%. On doit la joindre à quoi? Alors justement, en Afrique, et c'est une étude qui vient de sortir, qui a été faite en Chine, à Wuhan, dans l'hôpital... Le berceau de la maladie. Le berceau de la maladie. Là où est née la maladie, les Chinois, justement, qui ont 3 mois de recul, ont fait une étude sur 1014 patients, dans un hôpital à Wuhan, qui s'appelle l'hôpital Tongji. Et cette étude a montré que le scanner des poumons, le scanner thoracique, le scanner dont on dispose en Afrique, dont on dispose sur Abidjan. Sur Abidjan, il y a plus d'une dizaine de scanners. C'est un examen, bien sûr. On l'a ici chez nous, mais il existe dans une dizaine de centres en Côte d'Ivoire, et même un peu plus. Donc cet élément-là, on en dispose. C'est un examen qui est facile, qui n'est pas invasif. Il suffit d'allonger le patient et de faire un scanner thoracique. Ce scanner thoracique, et aujourd'hui, une grande revue anglaise qui s'appelle Radiologie l'affirme, avec cette étude qu'ont faite les Chinois, le scanner pulmonaire peut donner un diagnostic qui est beaucoup plus fiable que le PCR. Donc ça, c'est une piste pour nous, Africains, pour nous, Ivoiriens, d'accord, pour dépister le diagnostic. Et c'est une étude qui vient de sortir il y a quelques jours. On peut voir le scanner? Absolument, okay. Absolument. Ah, ça, au moins ça va nous rassurer un temps soit peu, parce qu'à côté du PCR, il faut le scanner, c'est ça? En tout cas, on peut utiliser le scanner. Le scanner, nous, Ivoiriens, Africains, on en a. Eh ben, on a privatisé, mesdames et messieurs, la clinique de Dr Milad El Amin pour avoir le maximum d'informations. Vous avez constaté qu'avec lui, on a vraiment tout ce qu'il faut savoir, ou presque, concernant cette maladie. Et donc, c'est un scanner qui également peut aider, peut beaucoup aider, à côté du PCR, qui lui n'est pas fiable à 100%. C'est cela? Absolument. Et oui, on va les retrouver dans quelques instants, Marcelin et le docteur, pour avoir la suite de tout cet échange et de ces informations. Le temps pour nous de partir pour la pub et le flash de Régis Coffy.
après yukuli wa ala coronavirus COVID-19 ma abele Côte d'Ivoire wa wonne pa mayire mo gua c'est au propre nyamane nyepe nyomum anek be agua ba encore kesaba mo gua c'est au tenten nyamane mo anek be awruba o kburia ten asumanie an ko robo o le tiasemane o ka nyepe aza aba ne pa wu awanye dina coronavirus a ozaza an woro ke dibu somrawo aka ke woro dibu yeso ke woro gwaziyawo aka ke woro so an bi alcool an woro yeke so anona ne pa mo gua ba la ko robo ministère bo o le menene o ka sasa nyepe le ne pa anyu anu adre guaza so na do amene akana aka soro no aka kwase no yokodubu o mo zuo nuo akwase an soro aka soro wo ma trikpo ma mo po kanado ani edini awuka na so amo panio akwase nire so anu na akare gre momo te momo mrebri ni momo te momo nuo bri ni momo te momo oyirimusio dia da ye gre la nyomo prende ten mo guaza nekpe ugboro ko te mo pane onye penye pa o kama dike ni o mrea onua aribo yoko akado mrozo na bo nwere oyo akado omrozo ugboro ki de mo le mo wazo omre mo adibu o anzo na mro ide wu anzerera ake sebayirma ama do tagbare yuku wara aribo nekpiao anyo kamam za so anu na okana ke sasem no o waze sa 43 onele waze o waze sa 1 maema ze pa waso idi akamara coronavirus a amen akwa SMS obe wana ba ma 1366 anya yela ministra osuo doté wa dia kama moi mozan le diam Dubago blima aloko ba di 300 autant diro jono goto alologo meno chinge coronavirus covid awobro 200 ole ale pele me konente de me mpejeteo lo de me abane ho me ahon le pon kumbre pon ase wule po epo ki agba ehon e lo apote gongbra e kokogbu e lo apote gongbra ayi kumbre me le pon ho e kan won e pipi gbedi e chomo kwa do ke dine e mo e cholo samran drodro lo kon ke na pran nu baloro me no e bon dukre e chomo kokogbu apo atele pon lo ayi kumre me agupre ke e filo lo bre aba e po e jomo hu e kan won on pipi gbadi ya abo gembre o ba on tete e ke to e jo yi e jo ke to me lo ma nye ele gadi le pon fon e ke e tran lo ele ti gbadi e jo bon chamo amo e si ke di juma lo ni lo kon o tan ye kwa kwembie nye apepe obu onyo e si ke che e lalo e cho e yi kumre o fi mo minte mero akokale popo nje mero akokale pompo mebi mero akokale pompo ateji mero akokale pompo eboyi ekokogbu ebo ba enfon lo sinyabe chamo aseke baun e wagbra lo apote gon ati tibe adiaya grebe le bwadia wa be akpen aya bwadia mo bwadia njebi akwa gbra apote gon e ba so emre ka se bote didi nje o emre nya lo 200 logon adia puchran ahun emonu chamo ni lo gbeto aba nje njuka melogon we bo se on. Bonjour mesdames et messieurs, pour ce matin, les régions du nord et de la banlieue centrale seront marquées par des passages nuageux avec possibilité de pluie à caractère orageux, notamment au centre et au nord-est. Plus au sud, le début de matinée sera généralement nuageux avec des possibilités d'averses sur le littoral. Pour les valeurs de la matinée, on retrouve 26 degrés à Abidjan et à Adiaké, 25 à Bondoukou, Boaké et Daloa, 26 à Dimbokro, 25 à Gagnoa et Korogo, 24 à Mont et à Odiéné, 26 à San Pedro et Sassandra et enfin 25 degrés à Tabou et à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, l'instabilité se développera progressivement dans la banlieue centrale et au nord du pays pour donner des foyers pluvieux orageux en milieu ou en fin de période. Le sud forestier et le littoral observeront la formation de masses nuageuses assez denses avec des possibilités d'averses de pluie, notamment au sud-ouest. Pour les températures, on a 33 degrés à Abidjan et à Adiaké, 35 à Bondoukou, 36 à Boaké, 35 à Daloa. La ville de Dimbokro affiche 36 degrés, 35 à Gagnoa et Korogo. La ville de Mont affiche 34 degrés, 35 à Odiéné, 33 à San Pedro et Sassandra, 32 degrés à Tabou et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous...
Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité qui, vous le savez, est dominé par le Covid-19. Mais avant, nous partons en Guinée. Le pays a vécu hier un référendum et des législatives terminées par des violences qui ont fait des morts et des blessés. Selon les deux camps, l'opposition qui a boycotté ces élections contestées par la communauté internationale entend faire barrage à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. 8 nouveaux cas détectés positifs au coronavirus en Côte d'Ivoire, ce qui porte à 25 le nombre de personnes contaminées, dont 2 guéris. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait l'annonce hier. Akaolé rassure, leur état de santé n'est pas inquiétant. Il invite donc les populations au respect des mesures sanitaires, notamment le lavage régulier des mains. On l'écoute. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 8 nouveaux cas confirmés de Covid-19, portant ainsi à 25 le nombre total de cas confirmés, dont 2 guéris. Parmi ces cas confirmés, il convient de noter que ces cas sont généralement importés, ce qui nous fait donc penser que la surveillance épidémiologique aux frontières est extrêmement importante. L'état de santé de ces patients, de ces 25 patients, dont, je le répète, 2 guéris, ne suscite pas d'inquiétude. La recherche de tous leurs contacts est en cours par l'équipe de suivi des contacts de l'Institut national d'hygiène publique. Hier nuit, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a effectué une visite de terrain pour apprécier la mise en œuvre des mesures prises par le Conseil national de sécurité dans les communes d'Abidjan. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à respecter les mesures sanitaires, en particulier le lavage régulier des mains, d'éviter les grands rassemblements et limiter les mouvements inutiles. Les principaux symptômes du Covid-19 sont la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. Quiconque éprouve ces symptômes doit appeler les numéros gratuits que sont le 143, le 101 et le 125 ou contacter un professionnel de la santé. 8 mesures pour soutenir l'économie ouest-africaine dans cette période. La BCEAO augmente de 340 milliards le montant qu'elle accorde chaque semaine aux banques. L'objectif est de prévenir contre toute rupture au guichet. L'institution a aussi apporté son soutien à la BOAD, Banque ouest-africaine de développement. Adama Kone. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, suit l'évolution de la crise sanitaire du Covid-19 comme du lait sur le feu. En institution bancaire avertie, la BCEAO anticipe sur l'impact négatif de la pandémie sur l'activité économique. Pour ce faire, elle vient d'adopter plusieurs mesures. La BCEAO consent une première hausse de 340 milliards sur le montant qu'elle accorde chaque semaine aux banques, pour le porter à 4 750 milliards de francs CFA. Cette augmentation des ressources mises à la disposition des banques leur permettra de maintenir et d'accroître le financement de l'économie. Une disposition qui sera accompagnée d'approvisionnement suffisant des banques en billets, afin de prévenir toute rupture dans les guichets automatiques. La BCEAO s'engage aussi dans une négociation avec les sociétés d'émission de monnaie électronique pour réduire les coûts de transaction, toute chose qui encouragera la population à une plus grande utilisation des moyens de paiement digitaux. Objectif, limiter les contacts et les déplacements. Ce n'est pas tout. Au niveau des entreprises, la BCEAO ouvre ses caisses pour des ressources complémentaires de 1050 milliards de francs CFA pour permettre aux banques de refinancer 1700 entreprises dont les effets n'étaient pas acceptés dans son portefeuille. Elle encourage aussi les banques à utiliser les ressources disponibles pour le refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, PME, PMI. Les États ne sont pas oubliés.
la BCEAO affecte 25 milliards de francs CFA à la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Cette somme servira à bonifier le taux d'intérêt et augmenter le montant des prêts concessionnels que la BOAD accorde aux États pour financer les dépenses urgentes dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Au total, ce sont 8 décisions conjoncturelles prises par la BCEAO pour assurer une perfusion adéquate à l'économie ouest-africaine, menacée par le virus du Covid-19. Après l'annonce des mesures du Conseil national de sécurité pour lutter contre le Covid-19, quelle est la situation sur le terrain? Les mesures sont-elles respectées, par exemple, dans les restaurants, bars, maquis et autres lieux de loisirs? Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a fait le constat. On fait le point avec Patricia Omouetia. La visite du ministre du Tourisme a débuté dans la commune de Cocody. Conseils et recommandations d'usage ont été donnés par le ministre dans les différents hôtels et restaurants. Avec un brin de découragement, cette restauratrice indique que malgré le respect des consignes de sécurité, notamment une distance d'au moins 1 mètre entre les tables, le restaurant reste désert. Tout le personnel est masqué. Ce que j'expliquais au ministre, ce n'est plus l'affluence. Vraiment, il est midi et vous voyez vous-même, les salles sont vides. La visite s'est poursuivie au plateau, Trècheville et Zone 4. Partout, le même message et les mêmes conseils. L'utilisation du gel, le port de masques et de gants de protection, la prise de température et le respect de la distance d'1 mètre. La pandémie a considérablement réduit les arrivées sur le territoire et donc nos établissements hôteliers sont pratiquement vides. À long terme, des établissements seront fermés parce que si on constate que les mesures ne sont pas respectées, nous allons procéder à leur fermeture systématique. Le ministre Siandou Fofana a instruit ses équipes d'inspection et de contrôle assermentées de poursuivre cette opération sans relâche, raison pour laquelle le ministre du Tourisme et des Loisirs a pris un arrêté le vendredi dernier portant création, attribution et fonctionnement d'un comité de crise du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs relativement à la pandémie du Covid-19. Ce comité est une force de proposition et de communication susceptible de juguler la pandémie tout en veillant au respect des consignes de sécurité sanitaire et dicté par le gouvernement ivoirien. On fait le point sur la progression du Covid-19 en Afrique. Au moins 33 décès et près de 1211 contaminations par le virus ont été comptabilisés sur le continent. Le premier cas en Afrique est apparu en février en Égypte. 42 pays africains sur 54 sont touchés pour l'instant par le coronavirus. Moins impacté par que le reste du monde, le continent africain fait tout de même face au risque d'une propagation du Covid-19. Alors que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, craint que l'Afrique ne puisse affronter la pandémie, les États prennent leurs dispositions. Des dispositions en mettant en place des mesures. Et pour faire respecter ces mesures, la police a fait usage de gaz lacrymogène au Kenya pour disperser les commerçants et les acheteurs sur un marché de rue dans la ville kenyane de Kisumu. Le gouvernement a ordonné la fermeture de ce marché pour endiguer justement la propagation du coronavirus. Les 1,3 milliard d'habitants que compte l'Inde ont observé hier un couvre-feu d'une journée à l'échelle nationale visant à contrôler la propagation du nouveau coronavirus. C'était à la demande jeudi du Premier ministre Narendra Modi pour, dit-il, briser la chaîne des infections. Le nombre d'infections a bondi au cours des derniers jours à 315, un record quotidien étant établi samedi avec 79 nouveaux cas selon le ministère fédéral de la Santé. 4 personnes sont déjà décédées. Cuba a dépêché en Italie une équipe de 52 médecins et infirmiers, dont certains, forts d'avoir combattu la fièvre Ebola en Afrique, pour aider le pays européen le plus meurtri dans sa lutte contre le Covid-19. La destination de cette équipe arrivée samedi en Italie est la région de Lombardie, la plus touchée par le coronavirus. En un mois, 4 825 personnes sont mortes en Italie en raison de cette pandémie. L'équipe composée de 36 médecins, 15 infirmiers et un administrateur est prête à travailler sans relâche pour soigner et affronter l'épidémie de Covid-19 en collaboration avec les professionnels de la santé d'Italie, a déclaré son chef Ricardo Carlos Pérez.
C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. N'oubliez pas de respecter les mesures de prévention contre le coronavirus, dont la règle d'or étant le lavage des mains. Excellente journée. Merci à vous, Régis Kofi. Et on a ici, avec cette dernière information, un bel exemple de solidarité au niveau mondial avec Cuba qui prête main forte à l'Italie qui est vraiment touchée par cette maladie. Prolongation, information journalistique, cette fois-ci avec la presse papier, scrutée et décryptée par Renaud Cobia. Bon lundi à vous et bonjour Renaud. Bonjour Alix, bon lundi à vous aussi. Merci. On démarre avec de nouvelles, on va dire, du coronavirus enregistré hier. Oui, de nouveaux cas de coronavirus enregistrés en Côte d'Ivoire. On revient sur cette information. La Côte d'Ivoire passe à 25 cas confirmés, dont 2 guéris. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Wele, qui a annoncé la nouvelle hier sur le plateau du journal de 20h de RTI 1, a profité de l'occasion pour rappeler les mesures de prévention conseillées par le gouvernement. Et on reste sur ce même sujet avec la lutte contre le Covid-19 après la sensibilisation, place est à présent donnée à la répression. Oui, et pour ce faire, le préfet d'Abidjan a fermé des maquis, des bars et des points chauds d'Abidjan et a convoqué les propriétaires de ces établissements. Vincent Tobirier, selon le quotidien Le Matin, a appelé chaque citoyen à la responsabilité face à cette situation, car selon lui, il n'y aura jamais un gendarme ou un policier derrière chaque Abidjanais pour l'obliger à appliquer les mesures de prévention. L'intelligent d'Abidjan, quant à lui, fait l'état des lieux des moyens du continent. Oui, le confrère fait un décryptage de la riposte face aux cas d'infection et l'état des lieux des systèmes de santé en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. À ce sujet, l'intelligent d'Abidjan indique que de nouvelles mesures sont attendues et souligne que le président de la République s'adresse à la nation demain. Et des personnalités montent au créneau et même descendent dans l'arène, à l'instar du ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. L'heure n'est plus au débat, mais à l'action. C'est la déclaration faite par le ministre d'État, ministre de la Défense, après avoir fait le point des réactions des populations suite à l'appel à proposition qu'il a lancé sur ses plateformes sociales. Devant les milliers de réactions enregistrées, le Patriote indique que le ministre d'État a salué la mobilisation générale autour de son appel, dont l'objectif est d'impliquer les populations dans la recherche de solutions face à la pandémie. Belle initiative. L'expression, quant à lui, dénonce l'opportunisme de l'opposition en cette période de pandémie. Oui, et c'est avec cette une, comment l'opposition veut tirer profit du coronavirus. Selon le confrère, l'opposition veut profiter de la situation actuelle pour semer le chaos. L'expression révèle ce qui se prépare derrière les marches et les casses et met Bédier, Soro et Assoadou face à leurs responsabilités. Merci à vous Renaud et puis allez vous mettre à l'abri, comme on le dit. À demain. J'y cours. À demain. On retrouve Marcelin et le docteur maintenant pour la suite des informations qu'ils ont commencé à nous distiller depuis ce matin très tôt, 5h55. À vous Marcelin. Voilà le scanner. Donc c'est comme vous le voyez, hein, c'est un examen qui est facile à faire. Il suffira de faire entrer le malade. C'est un examen qui peut être rapide, en un quart d'heure, 20 minutes, d'accord. Et ce scanner va donner justement des images qui sont spécifiques aux pneumopathies virales, dont le Covid-19. Donc à partir du moment où on peut trouver très rapidement ces images-là, on pourra dire que cet élément est suspect. Docteur, là, qu'est-ce qu'on a sur l'écran comme ça? Alors voilà, justement, avec les techniciens, voilà, vous avez exactement un scanner des poumons. D'accord. Là, c'est un poumon sain. C'est un poumon qui est sain, absolument. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça n'intéresse pas forcément les téléspectateurs. Mais au niveau des pneumopathies virales, on a des images qui sont vraiment caractéristiques, qui sont des images avec un caractère, ce qu'on appelle en vert dépoli, qui seront périphériques, donc qui seront vraiment spécifiques, qui seront sous-pleurales et qui seront basales. Donc, vous avez des images qui sont vraiment spécifiques pour le Covid-19. Et on peut faire ce diagnostic-là très tôt. Et ces Chinois ont affirmé dans cette étude-là que dans 98% des cas, dès les premiers jours, on peut faire le diagnostic avec ces images typiques. Voilà, vous avez le technicien a sorti justement, vous voyez un tout petit peu la différence, d'accord, entre un scanner ici qui est normal, qui est sain, d'accord, avec les deux poumons que vous voyez. Et ça, c'est des images typiques du Covid-19 avec des images en gris là que vous apercevez, d'accord, ici. Voilà, vous les avez.
les images en gris qu'on appelle en vert dépoli. Montrez bien. Là. Et qui sont en général des images qui sont périphériques, sous-pleurales et basales. Et ça, c'est typique des pneumopathies virales. Vous en avez une ici, vous en avez une ici aussi. Donc ça, c'est des images typiques par rapport à un poumon qui est normal, ici de l'autre côté. Et quand vous avez ces images-là, vous les avez très tôt, dès que vous avez une atteinte par le Covid-19. Et avec cette image-là, ben, vous pouvez affirmer que ce cas est suspect et vous pouvez l'isoler. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'il est très important justement, de faire un diagnostic précoce du Covid-19. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, particulièrement par exemple en Italie ou en Europe, c'est que quand on ne fait pas un dépistage qui est précoce, qui est systématique, on ne peut pas isoler les gens. Et ces gens-là, qui ne sont pas détectés, ben c'est eux qui diffusent le virus un tout petit peu partout. Donc il est crucial, il est vital de faire un diagnostic précoce du Covid-19 le plus rapide possible pour pouvoir isoler les gens et les traiter. Okay. D'accord? Puisque tout à l'heure, je vous ai dit, on est revenu dessus, partout dans le monde, tous les cas qui sont signalés ne sont qu'un chiffre indicatif. Mais ce n'est pas le reflet de la réalité. Docteur, on dit que quand il n'y a pas encore de mort, il y a de l'espoir. Là, officiellement, on n'a pas de mort concernant notre pays. Est-ce que c'est un motif d'espoir scientifiquement parlant? Bien sûr, forcément, on a beaucoup de motifs d'espoir, c'est ce que je vous dis. Mais ce que je voudrais, moi, c'est qu'on ait des mesures de confinement qui soient encore plus radicaux, d'accord, pour que justement, parce qu'il est certain aujourd'hui, quand vous regardez les maquis, les transports, les gbaka, même si on a pris des mesures pour un peu éloigner les gens, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas dans les bus ou dans les gbaka ou dans les maquis que les gens ne sont pas complètement en complète promiscuité. Et ça, c'est le meilleur moyen pour que le virus se diffuse. Je voudrais juste, parce que j'ai entendu ce matin un responsable de maquis dire il n'y a pas de problème, on a le soleil va tuer le germe. Ça aussi, c'est pareil. Ce sont des informations qui sont complètement fausses. Et toutes les informations sur l'ail, sur le gingembre, sur je ne sais quoi, les boissons chaudes, etc., tout ça, ce ne sont pas des choses qui marchent, il faut écarter. Ce qui est sûr, c'est que l'Afrique et l'Amérique latine sont épargnées parce qu'il est prouvé que la chaleur et l'humidité diminue la diffusion. Diminue la diffusion. Mais le germe existe. Okay. On dit que le germe est tué à 26-27. Mais le germe, il évolue dans votre organisme. Et votre organisme, il est à 36-37 degrés. Le germe n'est tué qu'à 56 degrés. Donc ce sont des choses complètement fausses. Mais il est clair qu'avec la chaleur et avec l'humidité, on ralentit la diffusion. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, l'Afrique est épargnée. Dernier espoir sur le plan thérapeutique, puisqu'on en a parlé. Je suis obligé de beaucoup parler, mais je voudrais donner le maximum. On vous laisse parler comme ça parce qu'on veut que la population puisse savoir. Le maximum d'informations pour les Ivoiriens, c'est qu'on a de l'espoir. Tu as parlé d'espoir, c'est très important. On a de l'espoir même au niveau thérapeutique. Il y a des études qui ont été faites, validées, pas encore validées par le gouvernement français, mais validées par de grands noms de la virologie, comme le professeur Raoult à Marseille, qui a fait des essais sur la chloroquine. Et la chloroquine, en France, ils ne connaissent pas. Chez nous, on connaît très bien. On a utilisé la nivaquine et la chloroquine depuis 30 ans, depuis 40 ans. Et il y a un espoir de guérison avec la chloroquine. Il a prouvé sur 25 patients qu'on arrive à diminuer largement la charge virale du Covid-19 avec la chloroquine. Donc là aussi, je lance un appel au ministère de la Santé, au gouvernement, pour se saisir de ça et aller d'emblée acheter des doses de chloroquine, comme ça a été fait au Sénégal, où le ministère de la Santé a réquisitionné des doses de chloroquine dans les pharmacies ou partout où ça se trouve. Donc il faut s'en saisir. La chloroquine ne vaut pas très cher. Elle a certes des effets secondaires, mais nous en Afrique, on connaît bien. Moi, j'ai connu mes parents qui ont pris pendant 30 ans ou 40 ans de la nivaquine tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose de pas cher qu'on peut utiliser en Afrique et qui donne de l'espoir pour la guérison de ce Covid-19.
Merci infiniment à vous, docteur Milad El-Amin. Merci pour ce volet pédagogique, sensibilisation. On ne le dira jamais assez. L'Afrique n'a pas assez de moyens. Le plateau technique est encore faible. Ce qui peut nous sauver, ce qui va nous sauver, c'est notre discipline et notre capacité à anticiper, l'anticipation. Et comme on dit chez nous en Afrique, ce qui peut vous avaler, ne laisse même pas cette chose-là vous laper une seconde. À bon entendeur, salut et surtout union, discipline, travail face au Covid-19. Forcément, la bataille sera vaincue. Merci infiniment, docteur. Merci, Marco, de m'avoir donné cette occasion. Et puis, je voudrais encore une fois finir avec ce message pour rassurer la population ivoirienne. Il faut se battre contre ce virus. En définitive, il y aura au bout du chemin très peu de morts. Donc, il faut garder l'espoir. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Rester discipliné, rester dans le civisme et surtout faire le confinement au maximum possible avec les mesures barrières dont on a parlé. Et puis franchement, coucou spécial à tout le personnel hospitalier, à tous ces soldats à la blouse blanche là, qui travaillent d'arrache-pied, qui prennent des risques au quotidien. Merci, Matin Bonheur se poursuit. On se retrouve tout à l'heure en studio. Eh oui, on vous attend avec impatience, Marcelin, et merci infiniment au docteur pour toutes ces informations ce matin. Le maître mot a été la discipline, et la discipline aussi passe par une prise de conscience aujourd'hui que nous avons voulu transiter par ce point de la situation fait hier, dimanche 22 mars. Regardez. Bonsoir, je commence ce point de situation sanitaire avec ce soir une organisation un petit peu différente. Nous allons avec le préfet Alain Thirion, vous donner des éléments à la fois sur les enjeux sanitaires et les enjeux non sanitaires. La situation à l'international est la suivante. Nous sommes à plus de 318 000 cas, soit 33 000 de plus, 94 000 personnes guéries. Et vous savez que désormais l'épidémie progresse essentiellement hors de Chine, avec 236 000 cas. 169 pays sont touchés. L'Europe est l'épicentre de cette pandémie, avec plus de 158 000 cas et près de 8 000 morts. C'est aussi une forte augmentation que l'on observe aux États-Unis, avec plus de 7 000 cas en 24 heures. Après la Chine, les pays les plus touchés sont l'Italie, 6 557 cas de plus, soit 53 000 cas, puis l'Espagne, 28 000 cas, les États-Unis, 27 000 cas, l'Allemagne avec près de 24 000 cas et l'Iran à 21 500 cas. En termes de mortalité, on déplore 13 664 décès, dont 3 144 en Chine et plus de 10 000 hors de Chine. Les pays les plus touchés sont l'Italie, 5 476 décès, l'Espagne, 1 756 et l'Iran. Et vous savez, l'Italie a dépassé la Chine en termes de décès. La situation en France, nous sommes devant une épidémie qui continue de s'étendre et de s'aggraver. Nous avons, vous le savez, plusieurs sources de résultats. La première source, ce sont les résultats des tests PCR qui nous sont confirmés par Santé publique France. Ce jour, nous avons 16 018 cas. 35% de ces cas ont moins de 65 ans. Aujourd'hui, plus de 4 000 tests sont effectués chaque jour. Plus de 60 000 tests ont été réalisés depuis le début de l'épidémie. 70 laboratoires supplémentaires sont en capacité de réaliser des tests, portant leur nombre à 120. Nous sommes ainsi dans les premiers pays européens en matière de capacité de dépistage. Nous continuons à multiplier nos capacités de tests pour être prêts, notamment quand il faudra lever le confinement. L'espoir est aussi tourné vers la recherche, qui devrait permettre d'ici quelques semaines de disposer de méthodes plus simples, plus rapides, mais aussi d'autres outils comme les sérologies. Je tiens à apporter une précision sur les tests. 2 types de tests classiques existent en maladies infectieuses. Ceux que nous réalisons aujourd'hui, qui sont des tests dits PCR, c'est une réaction à la recherche du génome du virus, qui recherche si la personne que vous testez est porteuse ou non de ce virus. Si le test est positif, la personne a du virus dans son tractus respiratoire, dans ses muqueuses. Si elle est négative, elle est soit guérie, soit pas encore atteinte, et donc elle peut avoir un test négatif aujourd'hui dimanche et être positive éventuellement demain lundi. De nouveaux tests arrivent, fondés sur la recherche d'anticorps. Ces tests, qui sont classiques, on appelle ça des sérologies, permettent de savoir si vous avez été en contact avec le virus, et donc si l'on est guéri, immunisé contre le virus.
Ils sont complémentaires aux tests que je vous ai décrits auparavant, ces fameuses PCR, et permettront notamment de mieux connaître l'ensemble des personnes immunisées et la proportion de la population qui a été touchée. Deuxième source de données, les données fournies par l'ensemble des hôpitaux de France. Aujourd'hui, nous avons 7240 personnes hospitalisées, 1746 cas graves en réanimation, avec des formes graves, vous le savez, même chez les adultes. En 3 semaines d'épidémie, c'est davantage qu'une épidémie saisonnière de grippe grave qui dure en général 3 à 4 mois. 2200 personnes, c'est important, sont sorties de l'hôpital guéries. 8 régions sont particulièrement touchées ce soir, l'Île-de-France, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Et nous déplorons 674 décès en milieu hospitalier. 87% de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. Je voudrais le dire ce soir, derrière ces chiffres, derrière ces nombres, il y a à chaque fois des personnes, des hommes, des femmes, une famille en deuil, un drame humain, et vous le savez, à chaque fois, c'est un coup de poignard pour l'ensemble des soignants. Je voudrais profiter du point de ce soir pour adresser à toutes les familles de victimes, à leurs proches, à leurs amis, mes condoléances les plus sincères. À l'hôpital, en réanimation, en ville, en EHPAD, le virus tue et il continue de tuer. Et face à lui, tous les personnels soignants sont en première ligne. Aujourd'hui, un premier médecin est décédé. Je souhaite exprimer tout mon soutien et ma tristesse la plus profonde à sa famille et à ses proches. La résistance, c'est aussi la transparence. C'est ce que nous faisons depuis le début de la crise. De nombreux chiffres circulent ces derniers jours sur le nombre dit réel de cas d'infection Covid en France. Vous le savez, Santé publique France nous transmet des données sur les cas biologiquement confirmés par test. Ces chiffres sont évidemment une sous-estimation du nombre de cas réels, et je le dis en toute transparence comme nous l'avons toujours dit. Pourquoi ? Parce que nous ne testons pas tous les sujets porteurs du virus, tous les sujets malades, tout simplement parce que de nombreux patients sont asymptomatiques. Certaines études internationales nous disent que 9 personnes sur 10 ignorent qu'elles sont porteuses du virus ou qu'elles l'ont été parce qu'elles n'ont pas ou peu de symptômes, et donc n'auraient même pas pensé à se faire dépister. Deuxième source, très fiable, les remontées des données hospitalières chaque jour. Le nombre de patients qui rentrent, le nombre de patients hospitalisés, la présence de patients en réanimation, les décès hospitaliers et les sorties de personnes guéries. Enfin, troisième source, et c'est encore plus important, la situation en ville. Santé publique France travaille avec les médecins généralistes, les laboratoires, SOS médecins, les médecins sentinelles, à la réalisation d'une surveillance syndromique que je vous ai déjà présentée, c'est-à-dire finalement la part de patients qui appellent leur médecin traitant, qui demandent un avis pour un tableau évocateur d'infection à coronavirus. Et ça permet d'avoir une estimation de la circulation du virus dans la communauté, mais aussi une surveillance de la mortalité, parce que, évidemment, on meurt à l'hôpital, mais on meurt aussi, malheureusement, en ville ou dans des EHPAD. La situation va continuer de s'aggraver ces prochains jours avant que les effets d'un confinement strict ne fassent ralentir l'épidémie. En attendant, les Français doivent se montrer patients et solidaires. Rester chez vous, c'est sauver des vies, c'est éviter des cas graves. Et sauver des vies, ce n'est pas simplement faire baisser des chiffres, parce que derrière chaque chiffre, il y a une personne, une famille, des amis. Réanimateurs, généralistes, internes, infirmiers, aides-soignants, médecins coordinateurs en EHPAD, pharmaciens, transporteurs sanitaires, ambulanciers, toutes les équipes des centres hospitaliers, des agences régionales, des agences sanitaires, tout le monde est au front pour combattre sans merci le virus et pour sauver des vies. À leur côté, nous continuons le travail car la résistance ne fait que commencer. Cette résistance commence par les masques. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a développé ce point longuement hier. Les masques restent en priorité pour les soignants. Si vous avez des masques, donnez-les aux agences régionales de santé, aux hôpitaux, aux médecins, aux infirmiers, aux pharmacies. C'est la transmission par les mains qui nous pose le plus de risques. Et seuls les gestes barrières nous protègent réellement. Lavez-vous donc les mains très régulièrement et restez attentivement à plus d'1 mètre de toute personne. La résistance passe aussi par les traitements. De nombreux protocoles de recherche sont en cours.
Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de l'utilisation de l'hydroxychloroquine comme traitement. Le ministère des Solidarités et de la Santé suit attentivement ces avancées. Nous soutenons fortement la recherche clinique. L'INSERM a annoncé aujourd'hui le lancement d'un essai clinique européen destiné à évaluer 4 traitements expérimentaux pour lutter contre le coronavirus. Baptisé Discovery, il inclut notamment l'hydroxychloroquine. 3200 patients européens, dont 600 français, seront inclus dans l'étude qui associe également la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Un essai, ce ne sont pas des tubes à essai, ce ne sont pas des souris, ce sont des malades que l'on traite en milieu hospitalier sous stricte surveillance, mais qui ont donc accès à ces molécules pour tester l'efficacité de ces molécules sur le virus et sur leur évolution clinique. Et donc on observe l'évolution de ces malades sous ce traitement, et c'est très important de le faire rapidement et dans ces conditions. Nous avons soutenu et autorisé l'essai du professeur Raoult, avec l'appui de l'Agence nationale de sécurité du médicament, et des CPP, des comités de protection des personnes. Et vous savez que cet essai a permis d'aboutir à des résultats intéressants qui sont d'ailleurs publiés ce jour dans International Journal of Antimicrobial Agents. Toutes ces données très intéressantes, multiples, françaises, européennes, internationales, nous les analysons. Certaines sont décevantes, certaines sont intéressantes. Il y a des observations aussi qui nous remontent sur ces molécules, comme sur d'autres. On a beaucoup parlé des antirétroviraux, on a beaucoup parlé de certains antibiotiques. Tout ça est évidemment analysé avec le plus grand soin par l'ensemble de la communauté scientifique et médicale française. La résistance, c'est aussi la solidarité. Celle-ci s'organise au niveau européen et international. Je voudrais ce soir remercier chaleureusement le Luxembourg, la Suisse et l'Allemagne qui vont dans les prochaines heures permettre l'accueil de plusieurs malades graves ayant besoin d'une aide respiratoire du Grand Est vers leurs hôpitaux. Vers l'Allemagne, ce sont 13 transferts sanitaires qui sont en cours. Le ministre-président du Land de Saar a annoncé la mise à disposition de lits à destination de patients français. Vers la Suisse, 2 transferts du centre hospitalier de Mulhouse vers l'hôpital de Fribourg ont eu lieu hier et ce matin par voie terrestre, et d'autres transferts seront effectués. Vers le Luxembourg, 7 transferts vont être réalisés par hélicoptère. Les équipes médicales et logistiques sont en contact pour organiser cette opération et je les remercie une nouvelle fois. Un grand merci donc à nos voisins pour cette belle solidarité. Vous savez que les armées et le service de santé des armées sont pleinement mobilisés. Ce jour, le navire des armées, le Tonnerre, a permis le transfert de 12 patients graves de la Corse vers le continent. La solidarité s'organise aussi entre acteurs locaux. L'ARS Grand Est, grâce à la mobilisation de tous les acteurs de santé de cette région, a ainsi pu doubler les capacités d'accueil en réanimation à l'échelle régionale et compte ce jour près de 900 lits en réanimation. Je voudrais aussi remercier nos concitoyennes et nos concitoyens pour l'élan de solidarité qu'ils témoignent envers les soignants, avec leurs applaudissements de 20 heures, avec des repas offerts, des masques donnés. Ils continuent à faire bloc avec eux et vous savez que pour les soignants, c'est extrêmement important. Enfin, il y a un mouvement de mobilisation sur l'ensemble du territoire français, des réanimateurs, anesthésistes, infirmières, un élan inédit et magnifique pour aller aider les établissements de santé les plus touchés par cette épidémie. Nous devons faire bloc, cela veut dire avant toute chose rester chez soi. Notre stratégie est concertée au jour le jour, basée sur des données scientifiques, selon les avis du Conseil scientifique qui va encore se réunir en début de semaine. Je peux parfaitement comprendre les inquiétudes, les doutes, les craintes, car au fond, rien ne sera jamais suffisant dans cette lutte contre le coronavirus. Mais c'est en étant unis et solidaires que nous traverserons cette crise. Je vous remercie.
coronavirus covid-19 fa yaru be yuru ne doge mo yari yuru nya e kro e kuriene no manu pre e hue e mi ari kere mo hwage horo coronavirus ani nyo asemu emute ke ba pruage ti se pa sunre ba pruage sunre bere gel ke ba pruage nya e kro e kan ge an mu ayiri e kan ga mu ayiri ko wonu no manu ge mi ari bi kere a botu e nyo mu e kan ge ba kuro ne be metro ka be pa gba ba pastor bo kamo ke wo hinini o ke wo kuriye bo were pastor mu bo po barigo mo ke be ye pa ye kwa no ngene hu o mu ke wo hiere ke wo hiere de che ke wo hinini ke wo kuriye were bo hare re gihe o nyo be ni po mo kuriye bo kuro miao ni kuro no kuro mo ya ni kuro anwuru o ni kwa yige o na hunu no bo mu obubi ga ore ti se be kwa mu no hu re be hire re ke hunu maru bo kwa wo yiru hu mo o ku orun be mi ari bi kere da kuro muru o kuro mia o ke ba parte we bo kuro mia bo kuro muru o bo ke mo o bo me de wi o manwi ore hui bo muru hera nyupia ya mo di o nyu o mu hu ye ne ke ne po mote are yiru o na wi ke mu 143 o 101 bere o ne po bo gba o de message sms ba 1366 e se nyupia nyu ko tu ya won aye burwa eba to ite kwa munage be banning bonti coronavirus covid-19 aki en Côte d'Ivoire zamana point ya ban tun sebran la tun ti avusma point la nyok na rimbiga ale wana na nyam na penanet barantare famanda wana isa wing da me consda me vusma ya to nefo na yilinti bara nyok yamba morin pekdi nusa wakat fa ane sanfande ane komla sanfande mpas na tamba ti komning bonti gela ne san consda ta isa wing de ti vusma ya to ne bi moron zazi ne saban rasisien saba lay isana tun konse walma tism bi moron ba lotus ntisma point sans sabininga temporon walma ponde nuga ngezi kantira boken nkonsbene walma tism bene rasisi nyora e rasisi nora rasisi nina modroya tiam ga razingi pemma kiena na la yita tuma zingi me pemma ton kiena na la yinana yam sa watari ne da tanyisa wingde asaba konsda me ti vusma ya tone bi modre mba bumbu mpila nyorota ane nora le modre ntalan kiene lotorin mpien yam tule isanta suk zenga datun suke bi modron bol 143 walma 101 le lor porin et un gulu sa coronavirus un tole yam bolwa sore ti 1366 azingi wanda ya kwaya yi ministre ni ngeta la fion el Côte d'Ivoire kan ane songo ba. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, ça Alissa tomate. Alissa?
Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Merci infiniment à Christelle Akoussa pour tous ces éléments envoyés depuis là-haut où elle réalise cette émission. Et puis aussi à l'agence France Presse pour cet élément qui détaille un peu le point de la situation au niveau mondial et singulièrement au niveau de la France avec toutes les mesures prises qui devraient nous faire réfléchir et nous en donner de la graine. Alors Marcelin nous a rejoint. C'est vrai que la ville est déserte, donc vous arrivez plus tôt. Oui. Bienvenue. Merci en tout cas pour ce don de soi. Merci beaucoup. Moi, on réalise que la situation n'est pas désespérée, mais la situation est grave. J'estime que ce n'est plus maintenant dans le domaine médical, c'est du domaine de la responsabilité. Exactement. Et quand on entend le docteur Elamine, on en apprend énormément. Et puis, franchement, il y a des choses, il y a des informations, il y a des attitudes qui vont avec. Vraiment, on va vers union, discipline, maison. Parce que c'est l'union, la discipline et puis le confinement qui peut être... D'autant plus que ce confinement-là a prouvé que c'était utile dans la lutte au niveau de la Chine notamment et de d'autres pays. Donc pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est notre petite contribution, nos propositions faites ce matin. Justement, dans le cadre des informations et de propositions, nous recevons dans notre chronique Emploi ce matin Madame Nelly Tioko, qui est experte en ressources humaines, qui nous parlera du télétravail, une solution face à la maladie du coronavirus. Juste après le jingle, on détaille ce thème. Anticipation, mesdames et messieurs, on ne le dira jamais assez, c'est le maître mot depuis plusieurs semaines maintenant. Et quand on anticipe, il faut des solutions concrètes. Et parmi ces solutions concrètes, là, au niveau de notre économie, de notre productivité, c'est bien sûr le télétravail. Télétravail, une solution face à la maladie à coronavirus. Sur ce plateau, bien sûr, Nelly Tioko, experte en ressources humaines. Bonjour, madame. Bonjour. J'espère que vous êtes sereine, il n'y a pas de peur, on est là. Alors, le télétravail est une chance par rapport à ce que nous vivons? Face à cette pandémie qui sévit dans le monde aujourd'hui, certains États ont pris des dispositions, notamment sur l'organisation même de leur population et sur leur organisation. Donc, il en va de soi que les organisations, les entreprises, à leur niveau aussi, puissent mettre un dispositif pour organiser le travail. Et donc, justement, ça ouvre cette lucarne sur le télétravail qui vient pour anticiper sur toute cette psychose qui sévit en ce moment. Donc, le télétravail, qu'est-ce que c'est? C'est une disposition qui permet de travailler hors de son site de travail. Donc, on peut être à la maison, on peut être dans un café, en tout cas dans un lieu autre que celui de l'employeur. Donc, c'est comme ça que le télétravail peut être défini. Et un employé ne peut pas à lui-même décider de se mettre en télétravail. Il faut que cela soit d'un commun accord avec son employeur. Et donc, comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi qui encadre cela, ça veut dire que face à cette pandémie-là, aujourd'hui, les organisations elles-mêmes doivent pouvoir prendre cette disposition et dire qu'on décide de mettre nos employés dans un système de télétravail pour justement pouvoir éradiquer cette pandémie. Donc le télétravail, on peut dire en partie, va venir pour aider les organisations, aider les populations aussi à pouvoir faire reculer cette maladie. Vu que sous nos tropiques ici, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour pouvoir faire face à cette situation qui est devenue stressante pour les organisations. Cette forme d'innovation de travail qui apparaît dans les années 50 aujourd'hui s'avère être au goût du jour. Alors, qui a droit au télétravail? Puisqu'on a une multiplicité de secteurs d'activité, qui aujourd'hui a droit au télétravail? Alors, il y a une liste quand même d'entreprises pour lesquelles ils ne peuvent pas se présenter pour le télétravail, on pourrait dire ça comme ça. Donc, notamment pour les métiers de la médecine,
comme le reportage que vous avez fait tout à l'heure, malheureusement, eux, ils ne pourront pas se mettre en télétravail. Pour tous ceux qui sont dans l'agroalimentaire, qui travaillent dans les supermarchés, qui travaillent dans le secteur pétrolier, dans l'électricité, malheureusement, ne pourront pas se mettre en télétravail. Pour une partie aussi du secteur public, hein, puisque le secteur public a pour vocation le service public. Donc, eux, malheureusement, ils ne pourront pas tous se mettre en télétravail, seulement une partie de la population. Donc, la liste, elle n'est pas exhaustive. Hein, donc, il y a plusieurs entreprises, malheureusement, qui ne pourront pas se mettre en télétravail. Madame, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un truc assez vicieux là-dedans, si on peut s'exprimer ainsi, parce que le télétravail n'est régi par aucune loi dans notre pays. Ça veut dire qu'il faut une décision des autorités pour que les entreprises puissent actionner le télétravail. Exactement. Créer une jurisprudence. Créer une jurisprudence. Oui. Ça c'est le prérequis, c'est ça d'abord. Exactement. Sinon, on est frappé, on est sous le coup de la loi. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, le secteur de l'artisanat, qui sera, j'imagine, très touché, parce qu'une coiffeuse ne peut pas coiffer à distance. Un coiffeur, je ne sais pas, même dans la restauration, celle qui prépare, c'est vrai qu'elle peut livrer à domicile, mais qui touche, qui est en contact avec la nourriture, tout ça, c'est... Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de liste non exhaustive, parce que pour tous ceux qui sont dans l'artisanat, ça va être compliqué pour eux de se mettre en télétravail. Donc, en fait, on parle de télétravail lorsque c'est une activité professionnelle et lorsqu'on est régi par un contrat de travail aussi. C'est dans ce cadre-là qu'on parle de télétravail. Donc, pour ces secteurs d'activité-là, ils ne pourront pas se mettre en télétravail. Mais par contre, pour nous qui sommes sous contrat, ce sera facile pour nous de nous mettre en télétravail. Mais il faut que la décision vienne de l'employeur. Parce que l'employé, à lui seul, ne peut pas décider de se mettre en télétravail. D'autant plus qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y a aucune règle qui organise le télétravail. Mais en France, par rapport à la disposition du Covid-19, le ministre du Travail a demandé aux salariés qui ont des enfants de moins de 16 ans qui ne vont pas bénéficier du télétravail, mais ils sont systématiquement en arrêt maladie, bien qu'ils ne soient pas malades, pour pouvoir permettre d'accompagner les enfants. Puisque là, on a mis un accent sur l'éducation des enfants et la formation. Donc, puisqu'il n'y a pas de système de nounou, donc chaque parent devra prendre en charge son enfant. Donc ici, il faut que nos gouvernants puissent réfléchir à la question et que les chefs d'entreprise puissent prendre sur eux-mêmes de pouvoir mettre en place le télétravail. Il faut dire que c'est une disposition qui est un peu compliquée parce qu'on ne s'est pas préparé à cela. On n'a pas pu anticiper malheureusement parce que c'est comme ça sous nos cieux. Nous n'avons pas pu anticiper. Et donc, cette disposition va engendrer des coûts supplémentaires parce que pour que chaque salarié puisse se mettre en télétravail, il faut qu'il y ait d'abord de l'électricité, il faut qu'il y ait une connexion Internet et il faut un laptop. Donc, il faut que chaque employeur puisse mettre à disposition ces outils pour ses salariés. Et il faut que derrière ces salariés-là soient assez responsables pour savoir qu'on n'est pas en vacances, mais nous sommes dans une situation de crise sanitaire. Et donc, par rapport à cela, j'ai des responsabilités, j'ai un engagement. Il faut bien que l'activité économique continue. Donc, c'est dans ce cadre-là que chacun doit être responsable, comme vous l'avez dit tantôt, pour continuer son activité professionnelle. C'est vrai que ce n'est pas évident pour les différentes entreprises et même les secteurs dits informels parce que cela demande une prévoyance aussi financière anticipatoire qui n'est forcément pas faite aujourd'hui. On va revenir au cas des assurances un peu plus tard dans nos échanges. Le temps pour nous de vous demander comment ça fonctionne réellement le télétravail. De façon concrète, il faut disposer d'un laptop, comme je l'ai dit, de l'électricité et d'une connexion Internet fiable. Donc, on a ces objectifs. Et comme là, nous sommes dans une situation particulière, donc chaque organisation doit pouvoir recadrer ses salariés par rapport aux objectifs, par rapport aux attentes et par rapport au déroulement du travail. Comment est-ce qu'il devrait être fait étant à la maison? Donc, avec ces différents outils que j'ai cités tantôt, chaque salarié doit pouvoir, étant chez lui, travailler et cela doit être fait de temps en temps avec son supérieur hiérarchique qu'il appelle en visioconférence pour vérifier de l'exactitude de son travail qu'il est en train de faire et il doit avoir un retour
de temps en temps aussi avec ce supérieur hiérarchique pour s'assurer effectivement que chaque collaborateur est en train de travailler et qu'il n'est pas en vacances, parce que ce n'est pas une situation de congé. Ce n'est pas une situation de congé ni de vacances, c'est assez particulier. Nos téléspectateurs également s'expriment face au télétravail. Voici ce que ça donne grâce à la dextérité et à la caméra promeneuse, bien sûr, de Emmanuel Bonzo. On y va. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le télétravail serait bienvenu pour pouvoir aider l'État de Côte d'Ivoire à lutter contre le coronavirus. Pourquoi? Aujourd'hui, on nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des accolades, il faut une distance d'1 mètre. Aujourd'hui, par la toux, par le rhume, des personnes peuvent contaminer, sans le savoir d'ailleurs, peuvent contaminer d'autres personnes. Donc, quand nous voyons en France, des personnes sont confinées, nous sommes passés au confinement. En Côte d'Ivoire, à défaut du confinement, on pourrait également opter pour le télétravail. Pour les entreprises de manufacturation, naturellement, nous aurons besoin des personnes en présentiel pour pouvoir pour fabriquer les produits. Mais nous voulons dire que c'est aujourd'hui une nécessité impérieuse pour la suivi de la population ici en Côte d'Ivoire. Oui, je suis d'accord avec le télétravail parce qu'en réalité, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, on peut justement rester chez soi à la maison et puis travailler. Ça dépend maintenant des entreprises qui seront justement confrontées à cette situation. Par exemple, pour les entreprises commerciales, ça sera un peu compliqué parce qu'il faut aller faire de la prospection, il faut contacter donc les clients, il faut faire du physique. Mais j'avoue que c'est une nouvelle technique pour les Africains, pour les Ivoiriens. Il faut justement sensibiliser et surtout former. La conséquence immédiate, c'est que justement le chiffre d'affaires va baisser parce qu'il n'y a pas de pression au niveau des entreprises. On sait que ce qui fait la performance, c'est aussi la pression. Ça ne va pas exister forcément parce qu'il y aura aussi ces problèmes de réseau qui sont en un point fini dans le pays, on le sait. Mais ce qui serait intéressant, c'est que le travail va continuer et que les entreprises vont continuer de fonctionner. Voilà plusieurs intervenants et plusieurs courants de pensée quant au télétravail. Alors, toutes les entreprises, on l'a dit, elles ne peuvent pas faire le télétravail. En pareilles circonstances, comment s'organiser quand même pour celles qui le peuvent? Alors, celles qui ne peuvent pas, pour les entreprises qui ne pourront pas recourir au télétravail, elles seront obligées malheureusement de travailler. En fait, il faut comprendre que quand ces entreprises travaillent, c'est parce qu'elles doivent aider les autres qui sont en télétravail ou qui ne pourront pas se mettre en télétravail. Donc, il y a des personnes qui seront en arrêt maladie, bien qu'elles ne soient pas malades. Il y a des personnes qui seront en télétravail. En restriction aussi de personnel. Oui, en restriction de personnel. Malheureusement, on sera obligé de réduire significativement l'activité économique et bien sûr de réduire le personnel. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec le feu? Parce que concrètement, on n'a pas les moyens, en Côte d'Ivoire et dans bon nombre de pays africains, de faire le télétravail. Au niveau même de la connexion Internet, c'est bizarre pour parler comme les Ivoiriens. Au niveau même du prérequis, des laptops, je vois mal tous les chefs d'entreprise distribuer des laptops à tous leurs agents. Concrètement, en tant que responsable des ressources humaines, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que ce n'est pas le confinement total qui serait la solution pour nous sauver tous? Alors, ou bien il y a un souci au niveau des assurances. Parce que j'ai l'impression que ça coince au niveau financier. On est en train de calculer. C'est une question d'argent. Il faut que les assurances, il faut que le sommet parle pour que les assurances puissent entrer en ligne de compte. Et que le sommet injecte même aussi des fonds. C'est clair qu'à ce niveau-là, la grande responsabilité revient au gouvernement de prendre ses responsabilités parce que, comme on a pu le constater dans certains États, notamment les pays développés, la France, c'est le président de la République, le gouvernement qui prend ses responsabilités. Il a dit nous sommes en guerre. Il a dit nous sommes en guerre et il a utilisé tous les termes qui vont avec, mais bon, là-bas, ils sont dans un pays développé. Donc il y a ce facteur-là qui est à prendre en compte. Alors qu'ici, il y a un autre facteur qui est quand même important, qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes un pays en voie de développement. Il y a beaucoup d'informels. Il y a beaucoup d'informels. Et à ce niveau-là, le confinement devient une question assez sensible. Parce qu'il faut prendre quand même toute la portion de la population. Il faut quand même tenir compte des secteurs informels. Il y a le secteur public. Il y a plein de paramètres dont il faut tenir compte. Donc aujourd'hui, ce sur quoi la population est attendue, c'est vraiment sur la responsabilité.
il faut que chacun soit responsable. Là, en ce moment, nous ne sommes pas dans le confinement, mais il y a certaines personnes qui se sont auto-confinées, si on peut le dire ainsi. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine responsabilité. Même si on ne peut pas se mettre en télétravail, lorsqu'on est au travail, il faut pouvoir respecter la distance de 1 mètre. Là, comme on l'a fait sur ce plateau, il faut pouvoir porter son masque lorsqu'on se retrouve dans un milieu où on a d'autres personnes en face de soi. Parce que on va porter le masque sur le plateau. Hein. Ah oui, hein, franchement, ben oui. Voilà, on tendra vers, hein, il faudra bien. Malheureusement, quand on a cette maladie, on ne sait même pas soi-même qu'on la porte. Donc, ça rend la situation encore plus difficile. Donc, la question de confinement est une question assez sensible. Moi, je pense... Mais il faut la traiter. En tout cas, merci à vous infiniment, Mme Thioko. On espère que vraiment, il y aura de bonnes nouvelles pour la sécurité de tous, ma très chère Paul Alix. Merci infiniment, Marcelin. Alors, on se reverra demain, toujours dans ce même courant de pensée, dans la lutte et dans la sensibilisation. Matin Bonheur, c'est l'émission d'utilité publique. À demain. Achoo!